Des études de droit. À mon époque, c'était ce qui s'appelait une maîtrise, et maintenant c'est un master 1. Une fois qu'on a sa master 1, on peut chercher un stage dans une étude d'huissier. Ce stage a une durée de 2 ans et il est rémunéré. Et pendant ce stage, on fait en fait des formations 2 jours par semaine qui sont dispensées par une école qui s'appelle l'École nationale de procédure. Et à l'issue de ces 2 ans, on a en fait un concours qui est d'abord un concours écrit. Si sur les épreuves du concours écrit, on a plus que 10, on est admissible à l'oral. Après, il y a des épreuves orales qui se déroulent sur une journée. Et la particularité en fait, de ce concours, c'est que le soir même, les résultats sont proclamés à voix haute. C'est-à-dire qu'on prend l'ordre alphabétique et ils indiquent ceux qui ont obtenu le concours d'huissier. C'est-à-dire que si votre nom n'est pas prononcé, c'est que vous ne l'avez pas eu et que vous pouvez vous représenter. Il y a 2 sessions par an. Une fois que vous avez en fait le concours d'huissier, il vous faut après trouver une étude, soit pour vous associer, soit pour vous installer tout seul. Cette étude, en fait, c'est un droit de présentation que vous achetez et généralement, vous demandez des prêts qui vous sont accordés pour vous installer. Et j'ai eu mes prêts, parce que c'est une profession, en fait, où on sait qu'on sera solvable et que ça nous permettra de gagner notre vie. Ce qui est intéressant, en fait, dans le métier d'huissier, c'est surtout le quotidien. En fait, moi, j'ai pas de routine. Les missions de l'huissier, en fait, c'est un officier public ministériel qui a des missions sous monopole, c'est-à-dire que c'est lui seul qui peut le faire. Alors, ces missions sous monopole, c'est la signification des décisions. Ça veut dire que quand le tribunal rend une décision, c'est l'huissier et lui seul qui va porter cette décision à la connaissance des parties et qui va lui indiquer quelle est la voie de recours. Après la signification, c'est l'exécution des décisions, c'est-à-dire, pour parler trivialement, soit aller chercher l'argent, soit les procédures d'expulsion, soit aller récupérer un meuble, récupérer une voiture, récupérer du matériel agricole. Après, il y a une facette qui est tout à fait méconnue de la profession, c'est que dans le cadre des audiences au tribunal de police, au tribunal correctionnel et à la cour d'assises, l'huissier est là pour faire la police de l'audience, c'est-à-dire pour s'assurer que tout fonctionne. C'est lui qui appelle les dossiers et c'est lui qui vérifie que les téléphones soient éteints, qu'il n'y a pas trop de bruit et qu'on est correct avec les membres du tribunal, les magistrats ou greffiers. Donc, après, il y a des activités qui sont hors monopole, mais que les huissiers font beaucoup. C'est l'activité de constat. Je ne vous cache pas que c'est l'activité qui est la plus intéressante et la plus rémunératrice, parce que dans ce cadre-là, nos honoraires sont libres. Et alors, les constats, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Ça peut être l'état des lieux, ça peut être un constat sur des arbres, ça peut être un constat sur des malfaçons dans un chantier, ça peut être un constat d'affichage d'un permis de construire. C'est vraiment divers et varié. On apprend beaucoup de choses, on découvre beaucoup de choses. Après, que vous dire d'autre ? La profession d'huissier, c'est une profession qui se féminise beaucoup. Il y a de plus en plus de femmes qui sont nommées et c'est une profession assez jeune. L'âge moyen, il doit être à peu près à 47 ans et l'âge médian, c'est-à-dire celui de la moitié, je crois que c'est 42 ans. Donc c'est une profession qui s'est pas mal rajeunie. C'est une profession qui est aussi en mutation. Avec les nouvelles technologies, maintenant on fait des significations par voie électronique et on demande beaucoup de choses par voie électronique, donc ça nous permet d'être aussi en contact avec les nouvelles technologies. Par voie électronique, c'est-à-dire que j'ai des accès privilégiés, oui c'est ça, par Internet, j'ai des accès privilégiés à la préfecture et aux fichiers des comptes bancaires. Voilà. Je vais peut-être laisser la parole à Maître Constant. Alors, comment on devient avocat ? Moi, je ne vais pas être original, mais je crois qu'il faut faire des études de droit, c'est mieux. Alors, les études de droit, c'est des études qui se passent à la faculté de droit. Il y en a un peu de partout, Nîmes, Montpellier, Marseille, Aix, Lyon, Avignon, Grenoble, au moins pour les facultés qui nous entourent. Ces études de droit, elles sont particulières pour nous, enfin quand on est lycéen, elles sont particulières d'abord parce que les matières qu'on va apprendre, ce sont des matières qui souvent
on n'a eu aucune prise dessus pendant les études et pendant le lycée. C'est-à-dire que ce sont des matières totalement nouvelles. Vous allez aborder dans les études de droit des matières que vous n'aurez jamais abordées. Vous allez aborder du droit civil, du droit commercial, du droit constitutionnel. Le droit constitutionnel, c'est l'étude des systèmes politiques. Alors on étudie par exemple la Ve République. Qu'est-ce que la Ve République? Ben, il y a un président, il y a un Premier ministre. Et on fait aussi de l'histoire du droit. Enfin, il y a tout un tas de matières que vous ne verrez jamais, que vous n'avez jamais plus, et que par la suite, dans votre métier, vous ne verrez plus un corps, parce que par exemple, le droit constitutionnel, dans mon activité de tous les jours, évidemment, je ne l'utilise pas, mais ça fait partie des matières obligatoires à suivre au cours notamment de la première et de la deuxième année de droit. Et la difficulté, en fait, c'est à la fois un avantage et un désavantage, cette situation, c'est que vous arrivez à la fac de droit, vous ne savez pas exactement si ça va vous plaire ou pas. Et c'est un peu la difficulté. Ce qui est certain, c'est que pour autant, les 2 premières années sont quelquefois un peu compliquées par ces matières, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas l'histoire, mais on va devoir faire de l'histoire du droit, c'est-à-dire l'histoire des systèmes politiques français depuis Clovis, et on va reprendre un petit peu les systèmes politiques qu'il y a eu tout au long de ces années, avec les premières républiques, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième république. Et effectivement, c'est un désavantage parce que ces années-là, il va falloir les passer, ce ne sont pas toujours les plus intéressantes à passer. L'avantage, malgré tout, parce qu'il y a un avantage, et il y a une contrefacette à ce désavantage, c'est qu'il y a un avantage, c'est que vous allez aborder donc des matières que vous ne connaissez pas, et même si vous n'avez pas été très brillant au cours de vos années lycée, vous allez pouvoir vous révéler au travers de ces nouvelles matières pendant les années de faculté. On trouve beaucoup de juristes qui n'ont pas été des élèves extrêmement brillants, mais qui, à partir du moment où ils sont rentrés en faculté de droit et ont abordé ces matières, se sont révélés être des juristes extrêmement brillants. C'est donc un avantage pour tous ceux qui sont, j'allais dire, pas les meilleurs de la classe aujourd'hui. Demain, vous pourrez l'être en fac de droit. La particularité aussi des études de droit, c'est lié à l'organisation des études, c'est-à-dire c'est la faculté. On voit au sein de la fac de droit, on voit deux styles de personnalité qui s'affirment. Il y a des gens qui aiment bien être suivis dans leurs études, aiment bien être cadrés. Et puis il y a ceux qui aiment une certaine indépendance. La fac, c'est l'indépendance. Celui qui aime être indépendant va s'en sortir. Celui qui aime être bien cadré, suivi, ça va être un poil plus compliqué parce qu'on est libre. Et c'est vrai qu'on ne va pas vous demander, quand on est dans un amphithéâtre où il y a 800 personnes, on ne va pas vous demander si vous êtes présent, on ne va pas vous demander de bien suivre les cours, chacun fait comme il veut. Et c'est à la fois un désavantage et un avantage. Puisqu'on est là pour parler de son expérience personnelle, je dois vous dire que moi, la faculté, ça m'a libéré totalement du carcan que pouvait être l'école traditionnelle et l'école du lycée où je me sentais enfermé. Et c'est vrai que la faculté, pour moi, a été un révélateur parce que, alors c'est un mode d'organisation, chacun fait comme il veut, mais j'étais libre d'aller en cours, de ne pas y aller, j'étais libre de suivre les cours, de les noter, de ne pas les noter. Ce qui était certain, c'est qu'à la fin, il fallait travailler. Alors on travaillait la journée, on travaillait la nuit, le matin, peu importe. Dans tous les cas, il fallait travailler. Et le fait de pouvoir m'organiser et de faire un peu ce que je veux quand je veux, c'est quelque chose qui, pour moi, a été bénéfique. Et c'est pour ça que j'ai réussi, je pense, mes études de droit. Les particularités, les autres particularités des études de droit, c'est la longueur. Parce qu'on ne s'engage pas dans des études de droit pour 1 mois, 2 mois ou 1 an ou 2. Ça ne vaut pas le coup de faire 2 ans. Dites-vous bien que si vous partez dans les études de droit, vous allez devoir faire, pour que vos études soient dans le départ d'une vraie profession, vous allez devoir faire au minimum 4 ou 5 ans de droit. Pas moins. Si vous faites 2 ans, si vous dites je vais faire 2 ans pour voir ce que c'est pas la peine. Donc les études de droit, il faut les faire, il faut les entamer, il faut aller au bout, sinon ça ne sert à rien. Alors, Maître Laurent Pradier a parlé de Master 1, Master 2. Alors, moi, si je dois vous conseiller des filières, ça serait plutôt de dire des filières, il faut aller jusqu'au Master 1 et Master 2, c'est-à-dire aller jusqu'à la 5e année, faire 5 ans. Pourquoi? Parce que quand on fait 4 ans, ce sont les études traditionnelles, on est dans des amphithéâtres, enfin, il y a des travaux dirigés, enfin, c'est bien, mais la 5e année, c'est souvent une année de spécialisation.
une année de spécialisation pendant laquelle, au cours de laquelle, on va vraiment aborder un point particulier du droit. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai fait une 5e année spécialisée en droit du travail, et pendant un an, on n'a fait que du droit du travail. Ce qui veut dire que, à la fois, on a une connaissance spécifique sur une matière, c'est bien, mais c'est surtout, on aborde des recherches très pointues sur des sujets, et on apprend à réfléchir d'une façon très pointue sur des sujets, et c'est pour ça que cette 5e année est importante, parce que les 4 premières années, effectivement, on va travailler sur des thèmes très généraux, et là, on va aller vraiment au fond des choses, et ça nous apprend une méthode de travail pour aller au fond des choses. Qui réussit en droit? Est-ce que ce sont les littéraires, les matheux, les scientifiques? De mon expérience, le droit est un métier, le droit est une matière extrêmement logique. Ce n'est pas de la littérature, le droit. C'est-à-dire que si aujourd'hui on arrive à une situation, c'est parce qu'on arrive à cette situation parce qu'il y a eu toute une logique au préalable, et cette logique, il faut l'appréhender. Et en réalité, dans les études, on s'aperçoit donc que les gens qui réussissent en droit sont plutôt des gens qui sont très logiques. Moins les littéraires, plutôt les logiques, ceux qui ont un esprit d'analyse et de synthèse, parce que c'est ce qu'on va vous demander en fac de droit, et même après dans vos métiers, analyse, synthèse, et ce sont donc les gens qui ont l'esprit de logique qui vont effectivement réussir en droit. Donc, quand on finit ses études de droit, on a fini ses études de droit, donc on va passer l'examen pour être avocat. C'est un examen où, pour l'essentiel, c'est une note de synthèse et un oral. Donc c'est pour ça que je vous disais, ce qui est important, c'est d'être très synthétique, d'être logique. Et je me souviens d'un professeur que j'avais ici en économie, et je pense que ça a été un révélateur pour moi. Et c'était important, le travail qu'il nous faisait faire, chaque semaine, il nous disait, vous prenez un article de journal, ou un article dans un journal économique ou pas, peu importe, vous le lisez attentivement et faites une synthèse de cet article, c'est-à-dire que vous nous faites pas un résumé, une synthèse, c'est-à-dire les points importants, les sous-points importants. Et c'est vrai que cette méthode de travail, je l'ai toujours eue, c'est un professeur du lycée qui me l'avait donné à ce moment-là, et c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup servi dans mes études, parce que la synthèse est quelque chose d'essentiel dans ces études. Donc j'en étais au fait de dire qu'on a fini ses études de droit, qu'on passe l'examen pour être avocat, et on devient donc avocat. Je vais vous parler donc deuxième partie du métier d'avocat. Le métier d'avocat, alors en fait, je ne devrais pas vous dire le métier d'avocat, mais les métiers d'avocat. Et c'est un des grands bienfaits de notre profession, c'est qu'il n'y a pas un métier d'avocat, mais il y a des métiers d'avocat. C'est-à-dire que ce métier-là peut être totalement différent suivant la manière dont vous l'exercez. Je m'explique. Si vous l'exercez à Paris, c'est pas le même métier que si vous l'exercez à Pont-Saint-Esprit. Vous le comprenez aisément. C'est une expérience que j'ai vécue. J'ai commencé à Paris, puis après j'étais à Marseille, et puis après je suis revenu m'installer parce que je voulais revenir dans notre région, donc c'est pour ça, assez volontairement que je suis revenu ici. Mais par exemple à Marseille, j'étais dans on va dire un gros cabinet d'affaires, où on faisait que du droit de l'entreprise et du droit des affaires en général. Je voyais très rarement les clients, on communiquait par courrier, on faisait des rendez-vous téléphoniques, mais c'était des clients qui étaient un peu dans toute la France. Et je voyais très peu de clients. À l'inverse, si vous êtes avocat à Pont-Saint-Esprit, c'est un métier qui est un métier de proximité. On a les gens passent, d'abord vous les rencontrez dans la rue, puisque vous vivez au même endroit qu'eux, et puis vous les croisez souvent, ils viennent vous voir au bureau, vous avez plus de rendez-vous particuliers avec eux, et c'est donc une relation avec la clientèle qui est totalement différente. Le métier peut être différent en fonction des matières que vous voulez faire. Vous n'exercerez pas ce métier de la même façon si ce qui vous intéresse c'est les entreprises, le droit de l'entreprise, ou si ce qui vous intéresse c'est le droit de la famille, ou si ce qui vous intéresse c'est de faire la cour d'assises, aller plaider pour quelqu'un qui a fait un braquage dans une banque. C'est 3 métiers différents. C'est 3 métiers différents, 3 clientèles différentes et 3 matières totalement différentes. Le droit de l'entreprise, par exemple, c'est un droit qui est extrêmement technique, c'est-à-dire que si vous avez un contentieux entre 2 associés dans une entreprise, il va falloir étudier les statuts, il va falloir savoir ce que peut faire l'un ou l'autre, et ça c'est de la vraie analyse de documents. À l'inverse, si vous allez plaider un dossier au tribunal correctionnel
parce qu'il y a eu un vol ou que vous allez à la cour d'assises, ça va être un exercice de plaidoirie, un vrai exercice de plaidoirie. Vous allez devoir prendre la parole pendant une heure, enfin une demi-heure, 1 heure ou 2 heures pour expliquer et convaincre des magistrats que votre client, il n'est pas le mauvais bourg qu'il paraît être. Et ça va être notre métier parce que ça va être un métier beaucoup plus axé sur l'expression orale, sur la plaidoirie et sur les audiences. De la même façon, si vous avez j'allais dire une sensibilité liée aux enfants, vous pouvez faire un peu plus de droit de la famille et avoir une activité tournée un peu plus vers les enfants. Et là, vous devez avoir une sensibilité particulière pour parler aux enfants, pour expliquer ce qu'est l'enfant et pour aller porter sa parole devant le juge. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que lorsque vous entamez des études de droit, lorsque vous allez devenir avocat, vous allez pouvoir exercer plusieurs métiers à la fois. Ce qui est bien, si un jour vous entamez cette démarche, à la fois la faculté et puis à la fois ce métier-là, c'est de vous dire que vous ne vous fermerez aucune branche et qu'en fonction de votre vie, des événements qui vont se passer dans votre vie ou de vos envies, vous allez pouvoir faire des choses totalement différentes. Que fait l'avocat? L'avocat, en fait, il est là pour résoudre le problème des gens. Les gens viennent vous voir, ils prennent rendez-vous avec vous et ils viennent vous exposer leurs problèmes. Alors que ce soit une entreprise, que ce soit un particulier qui a un problème avec un arbre du voisin, peu importe, la problématique est toujours la même, ils viennent vous voir parce qu'ils ont un problème. Votre travail, c'est de les écouter, de bien les écouter et à partir de ce qu'ils vont vous dire, de ressortir l'important. Donc il faut bien écouter, analyser et après synthétiser pour que lorsque vous allez expliquer ça à un juge en disant voilà, monsieur untel, il a ce problème, voilà, là, il y a le voisin, lui, il est là, au milieu, il y a un arbre, il y a les feuilles qui tombent, peu importe ce qu'on va expliquer, mais il faut, pour le juge, il va falloir expliquer, synthétiser, parce que le juge en face de vous, il a des dizaines de dossiers à résoudre et il doit écouter tout le monde. Donc il faut extrêmement synthétiser pour le juge ce que va dire votre client et vous allez porter la parole du client devant le juge. Voilà les 3 étapes du métier d'avocat, donc le rendez-vous, l'analyse dans le bureau et aller devant le juge pour faire en sorte que votre client obtienne gain de cause. Combien gagne un avocat? La première réponse qu'il faut vous faire, c'est qu'un avocat, il gagne en fonction des dossiers qu'il a et des clients qu'il a. Donc c'est pas quelqu'un qui s'installe dans son bureau et qui va se dire ce mois-ci je vais gagner 10 000 euros. Ça n'existe pas ça. C'est un avocat, il gagne de l'argent parce qu'il a des clients, parce qu'il travaille. Et vous ne gagnerez pas de l'argent si vous ne travaillez pas, ça c'est la base. Après, combien gagne? Alors, on va dire, il y a plusieurs périodes. C'est-à-dire que quand vous êtes avocat, vous commencez à être avocat, que vous commencez à exercer, vous allez souvent exercer au profit de quelqu'un. C'est-à-dire que vous n'allez pas tout de suite vous installer, vous allez travailler comme collaborateur au profit d'un cabinet. Cette période de collaboration, d'une façon générale, le jeune avocat, je ne parle pas des premiers mois, on va exclure les premiers mois où il ne gagne quasiment rien, mais on va dire à partir de 6 mois ou 1 an d'activité, je pense qu'un avocat, à la fois par le travail qu'il a avec son cabinet et puis à la fois avec les dossiers qu'il peut avoir parce qu'il va être commis d'office, en plus du travail qu'il va faire pour quelqu'un, il aura ses propres dossiers et il va être commis d'office, il va plaider au tribunal. Je pense qu'il est raisonnable dans les statistiques, il me semble avoir vu ça, aux environs de 3 000 à 4 000 euros. 3 000 euros, il me semble être un bon chiffre. Après, quand vous êtes installé depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, que vous avez un cabinet qui fonctionne, le métier d'avocat permet d'avoir des revenus qui vont se situer entre, je vais parler par mois, c'est plus simple, entre 6 000 à 7 000 euros par mois et 12 000 à 13 000 euros par mois. Ce sont des statistiques, donc ça veut dire qu'il y en a qui gagnent plus. Mais il y en a qui gagnent moins aussi. On va dire que c'est une moyenne que je vous ai donnée. On a ce revenu parce qu'on travaille d'une façon générale, peut-être un peu plus que d'autres. Je vous donne des amplitudes d'horaire un peu de ce que peut être une semaine de travail pour moi. J'attaque en général le matin aux environs des 8h30 en fonction des semaines, ou 7h30 ou 7h si je dois aller me déplacer un peu plus loin. En général, je mange au bureau, ça dure 15 minutes maximum, et je finis ma journée, c'est 19h30 ou 20h30. Donc, et au milieu, j'ai fait des déplacements, je suis allé voir des clients, j'ai plaidé des dossiers, j'ai travaillé des dossiers.
J'arrête ma semaine le vendredi à 16 h obligatoirement parce que j'ai des enfants et que je veux aller chercher ma fille à l'école. Et en vacances, j'ai les semaines à Noël, février, Pâques et je prends 15 jours ou 3 semaines l'été. Donc c'est à la fois des revenus qui sont importants, mais c'est des journées de travail qui sont assez importantes. Moi par exemple, mon fils me dit « mais tu rentres tard le soir ». Je lui fais « oui c'est sûr, je rentre tard le soir ». Il y a des métiers où vous, à 5 h, vous êtes chez vous. Moi, c'est jamais le cas. Je suis chez moi à 19 h 30 ou 20 h 30, jamais avant. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire. Peut-être que Maître Laurent Pradier va reprendre la parole donc, pour la rémunération de l'huissier. Pour la rémunération de l'huissier. La rémunération de l'huissier, en fait, nous, on n'aime pas du tout communiquer à la Chambre nationale des huissiers sur ce style de questions. Je ne sais pas pourquoi. En fait, ça dépend beaucoup de la taille de l'étude. Moi, je suis seule avec qu'une secrétaire, donc je peux faire moins de travail que si on est 4 associés avec des clercs significateurs et des secrétaires. Donc, vous donnez un chiffre aujourd'hui, j'en suis proprement incapable. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je vis et je vis correctement de mon métier. Voilà. Merci.